Bonjour, bienvenue au deuxième numéro du musée Confiné, qui est aussi le premier numéro du musée Déconfiné. Il a pour titre Au feu les pompiers, faut-il sauver l'art académique de la fin du XIXe siècle? Nous allons donc nous intéresser à l'art pompier, ce courant artistique un peu étrange, qui se manifeste à la fin du XIXe siècle et qui a longtemps été méprisé, après avoir, en son temps, triomphé. L'idée, c'est de savoir s'il y a quelque chose finalement à garder, à sauver de la production de ces artistes, ou bien s'il faut tout jeter avec l'eau du bain. Le terme pompier s'applique à la production essentiellement picturale, mais on peut aussi l'appliquer à la sculpture et à l'architecture, qui à la fin du XIXe siècle se caractérise par une forme de surenchère technique notamment, jugée superflue, tape à l'œil, ostentatoire. Dire d'un artiste qu'il est pompier, ce n'est pas vraiment un compliment, c'est plutôt sous-entendre que son art témoigne d'une forme de prétention et qu'il use de tous les moyens, même les plus faciles, pour plaire à son public. Le terme donc a une connotation extrêmement négative qui provient en fait du contexte de la naissance du terme art pompier. Il serait apparu au début du XIXe siècle dans les ateliers de l'École des beaux-arts de Paris, où les rapins, donc les apprentis, les élèves, usaient de ce terme pour se moquer des Davidiens, les suiveurs de Jacques-Louis David. Le célèbre peintre d'histoire, auteur notamment de ces Sabines que vous avez sous les yeux, affublait en effet ses héros de casques rutilants, semblables à ceux des pompiers, accessoire un peu ridicule, il faut l'admettre, lorsqu'il est porté sans vêtements. Si le grand maître était admiré, ses successeurs, en revanche, qui se sont contentés de l'imiter durant tout le XIXe siècle, étaient eux jugés sévèrement et donc traités de pompiers. C'est le cas du peintre Jean-Léon Gérôme qui, avec des œuvres comme Polyssée Verso, le pouce renversé que vous avez sous les yeux, et qui reconstitue avec un luxe de détails extraordinaire l'issue d'un combat de gladiateurs quelques instants avant le coup de grâce, eh bien semble vouloir en mettre plein la vue. Car le succès du terme tient aussi de son homophonie avec pompe, pompeux, qui se réfère au style de ces artistes dont les œuvres font parfois preuve d'une érudition démonstrative. Donc, comme le terme baroque ou impressionnisme, le terme pompier est né d'abord pour discréditer un style. Mais contrairement à ces deux exemples, le terme pompier revêt toujours aujourd'hui une dimension péjorative, sans doute parce qu'à travers lui se cristallise une forme d'opposition esthétique entre l'art traditionnel et l'art moderne. En choisissant de valoriser l'art moderne, les historiens de l'art eh bien, ont fustigé l'art traditionnel, produit donc durant cette période, en agitant l'épouvantail de l'art pompier. C'est ainsi que, très longtemps, l'œuvre d'Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, exposée en 1863 au Salon des Refusés, était systématiquement opposée par les historiens de l'art à la naissance de Vénus d'Alexandre Cabanel, une sorte de tableau repoussoir qui démontrait comme une évidence la supériorité de l'artiste moderne. Il faut avouer que l'œuvre de Cabanel possède toutes les caractéristiques de l'art pompier. Le thème éculé, la naissance de la déesse de l'amour, traité des centaines de fois avant lui. L'érotisme exacerbé mais rendu inoffensif par le sujet mythologique et l'idéalisation poussée du corps. Les couleurs aussi douceâtres et artificielles. La facture léchée, sans aspérité. Et enfin, les petits amours rose bonbon qui achèvent de faire de ce tableau un sommet du kitsch. Pourtant, malgré ses défauts, le tableau de Cabanel n'est pas si inintéressant pour un regardeur contemporain. Si on détaille notamment la manière un peu surréaliste dont la déesse repose sur une mer qui paraît étrangement solide, le rendu virtuose des détails de la chevelure, ou encore les effets de flou au premier plan qui rappellent la profondeur de champ photographique. Tous ces éléments, s'ils ne sauvent pas véritablement la peinture de Cabanel, eh bien, rendent l'exploration de la toile moins ennuyeuse. Alors, chacun se fera son avis, bien évidemment, mais ce qui est certain, c'est que la majeure partie du public de l'époque appréciait ce style qui correspondait donc à ses attentes. Pour en revenir au terme pompier, les historiens de l'art ne sont pas toujours d'accord concernant son emploi.
Dans la littérature, on retrouve plusieurs termes pour qualifier justement cette peinture particulière. Les termes notamment d'art bourgeois, d'art kitsch ou encore d'art officiel sont utilisés. Le terme aussi qui revient fréquemment, c'est celui d'art académique. Le problème de ce terme, c'est que il ne semble pas circonscrire une époque particulière. Le terme art pompier, s'il n'est pas entièrement satisfaisant, permet malgré tout de révéler une évolution de l'art traditionnel qui se manifeste donc, vers la fin du siècle par donc une forme de surenchère. C'est vrai qu'à cette période, les artistes traditionnels sont soumis à une triple concurrence qui va les obliger à s'adapter pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors la première forme de concurrence qui se manifeste à l'époque, c'est ce que certains appellent donc la naissance de l'art moderne, avec les scandales notamment provoqués par Édouard Manet, on en a parlé il y a quelques instants, et dont le style est évidemment critiqué, et en même temps, ça donne en fait un sacré coup de vieux aux artistes, on va dire, académiques traditionnels. La deuxième concurrence provient du développement de la photographie, qui se diffuse de plus en plus dans la société de l'époque et qui va devenir en fait le nouvel étalon en termes de réalisme. Les artistes vont devoir, là encore, s'adapter. Enfin, il y a la concurrence des artistes académiques entre eux. Ils sont engagés donc dans une forme de surenchère, hein, une spirale, où il s'agit de se distinguer toujours plus et de toucher une nouvelle clientèle, clientèle bourgeoise, à la recherche de belles peintures et de sujets distrayants. Nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques de l'art pompier en abordant notamment les aspects techniques, stylistiques, mais aussi en nous intéressant aux différentes tendances qui se manifestent dans ce courant. Alors, vous avez sous les yeux une œuvre d'un artiste qui s'appelle Laurence Alma-Tadema. C'est un artiste d'origine néerlandaise, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre, où il a connu un succès considérable. Si j'ai choisi cette peinture, c'est pour montrer déjà que l'art pompier, c'est un courant qui est international. Et Alma Tadema est connu pour ses reconstitutions archéologiques de l'Antiquité, qui sont quand même des reconstitutions assez fascinantes. Alors, ce qui est intéressant ici, pour justement essayer de caractériser l'art pompier, c'est nous intéresser à la question du fini, à la question effectivement de la surface, avant de rentrer peut-être plus en détail dans la technique. L'œuvre que vous avez sous les yeux s'intitule Le Printemps. Elle date de 1894. C'est une huile sur toile de 80 sur environ 180 cm et elle se trouve à Los Angeles au Getty Museum. Donc c'est une peinture assez étonnante, notamment par le format, vous voyez, extrêmement allongé. Et il décrit donc ici, il reconstitue une procession qui circulait dans les rues de Rome durant l'Antiquité pour fêter donc le printemps organisé en l'honneur de Flore. Alors les peintres pompiers, donc comme Alma Tadema, usent et abusent des glacis qui apportent un éclat extraordinaire à leur toile. Voici un détail qui montre effectivement la qualité du rendu à la surface donc du tableau. Donc le glacis consiste à superposer en fin de travail une ou plusieurs couches de peinture transparente, un mélange de liant et d'un peu de pigment, et qui par un phénomène optique de réflexion de la surface va augmenter l'effet de profondeur du motif et la vivacité des couleurs aussi. Donc les couleurs sont vibrantes, leurs contrastes sont saisissants, mais on observe aussi, c'est le revers de la médaille, une certaine froideur, un aspect peut-être un peu vitrifié. Dans un souci de perfection et pour accentuer l'illusionnisme, les coups de pinceau ou de brosse vont être scrupuleusement effacés, donc on parle de touches léchées. L'artiste donc procède à ce qu'on appelle le blaireautage.
On utilise en fait un pinceau, hein, qui est composé de poils de blaireau pour effacer les traces laissées lors des brossages antérieurs. Donc le dessin est extrêmement précis, d'une grande netteté, il délimite parfaitement les formes et les couleurs, là aussi, sont éclatantes. Évidemment, ces considérations-là sont à nuancer puisque, en fonction des artistes, cette recherche de perfection n'est pas toujours aussi radicale. Chez Alma Tadema, on est effectivement dans une recherche de perfection qui est assez troublante. On le voit sur ce détail, l'artiste ne néglige donc aucune zone, ne néglige absolument aucun aspect de la scène qu'il va décrire. La texture, les effets de diffraction de la lumière, la densité de l'objet et de l'architecture sont rendus de manière prodigieuse. La contrepartie, c'est que cela produit peut-être un effet de foisonnement, voire presque de confusion. Donc à travers ce phénomène, la peinture pompière, hein, on va l'appeler comme ça, s'écarte quand même du dogme académique, hein, dans le sens où généralement on procède à une forme de hiérarchie dans le traitement des éléments qui composent la scène. Ici, en revanche, tout est traité quasiment sur le même plan, ce qui produit du coup cet effet un peu vertigineux. Et certaines zones de la composition sont aussi difficilement lisibles, tant les détails semblent l'emporter sur la vue générale. Cette prédilection pour le détail est une caractéristique de l'art pompier qui est censée finalement démontrer la virtuosité technique du peintre, capable de simuler toutes les surfaces, toutes les textures, toutes les matières. Et il s'agit aussi d'afficher une forme d'érudition, puisque les choix des éléments secondaires notamment découlent de recherches documentaires et historiques, souvent savantes. Alors pour évoquer la question de l'ombre et de la lumière, j'ai choisi une autre œuvre de Laurence Alma Tadema qui s'intitule Midi chuchotant. C'est une œuvre de 1896, c'est une huile sur toile qui mesure environ 56 sur 39 cm et qui se trouve dans une collection particulière. Alors si j'ai choisi cette œuvre, hein, c'est que justement ici les effets d'ombre et de lumière sont savamment orchestrés. On voit ici, hein, que la lumière éclatante du soleil inonde les bancs de marbre, les fontaines, les sculptures d'une terrasse. Les visages des jeunes femmes, eux, restent dans l'ombre, ce qui participe à l'idée de murmures, de secrets qui se divulguent. La lumière révèle la complexité des superpositions des étoffes, elle souligne la douceur aussi du modelé des sculptures, et puis la finesse des éléments décoratifs. Même si la lumière est vive, elle ne nuit pas véritablement à l'harmonie des tons pastels. Voici une autre œuvre d'Alma Tadema, intitulée Dans mon atelier. Elle date de 1893, elle mesure 61 sur 47 cm et se trouve elle aussi dans une collection particulière. Alors ici, c'est un traitement peut-être plus subtil, hein, de la lumière. Celle-ci vient de la droite, elle caresse et révèle délicatement le bras de la jeune femme, fait miroiter les dorures du lourd tapis qui recouvre la table. Elle s'attarde sur les bijoux, le vase, le motif des roses qui se détachent sur le fond sombre. Une autre source de lumière, plus tamisée, provient des fenêtres de style mauresque, au dessin, vous voyez, très délicat. Enfin, une œuvre intitulée Vers le temple, qui date de 1882, c'est une huile sur toile qui se trouve donc à la Royal Academy of Arts de Londres. Alors elle est intéressante aussi puisque là le traitement de la lumière est plus théâtral avec des contrastes plus forts, de zones éclairées et de zones sombres. Les effets de contre-jour apportent du mystère, comme la silhouette de la divinité sculptée, et puis on observe une alternance entre zones d'ombre et de lumière qui accentue en fait l'effet de profondeur et délimite là aussi les différents plans. Alors, on voit à travers ces quelques exemples que donc les peintres pompiers cherchent à reproduire les effets les plus subtils de la lumière pour rendre crédibles leurs scènes qui pourtant, on le comprend bien ici, sont complètement recomposées, reconstituées. Mais grâce notamment à cette science de la lumière, eh bien, on y croit à ces scènes. Cette véracité, cet illusionnisme, il est aussi accentué dans l'art pompier par le renouvellement du registre des attitudes. Si on revient sur l'œuvre Le printemps d'Alma Tadema,
On se rend compte, hein, en détaillant comme ça tous ces visages, que l'artiste réussit à saisir finalement des expressions assez naturelles. Alors c'est vrai que dans l'art pompier, contrairement à la tradition académique, qui privilégie plutôt des expressions, on va dire, conventionnelles, figées, dignes et nobles, eh bien, on observe au contraire une ambition chez ces peintres de proposer des attitudes naturelles, qui semblent spontanées, qui semblent prises sur le vif, sans doute sous la double influence du réalisme et de la photographie. Alors la photographie, elle a sans doute aussi joué un rôle dans le style des artistes, qui cherchent effectivement à quasiment concurrencer la photographie en proposant des images d'un réalisme tout à fait saisissant. Vous avez sous les yeux une œuvre d'un artiste qui s'appelle Édouard Joseph Dantan. L'œuvre s'intitule Un moulage sur nature. Elle date de 1887. Elle est conservée dans une collection particulière. Alors on est saisi ici, hein, évidemment, par le réalisme, on pourrait même parler de photoréalisme dans la reconstitution de cet atelier d'un sculpteur, où l'on voit ici deux praticiens en train de prendre les empreintes eh bien, d'un modèle féminin. Alors, ce réalisme est impressionnant, il se manifeste effectivement dans la description extrêmement fouillée des détails, dans la qualité lumineuse, on en a parlé déjà avec Alma Tadema. Mais ce qui est étonnant et qui est aussi caractéristique de l'art pompier, c'est que dans une même image, on va trouver donc des éléments à la fois extrêmement réalistes et en même temps, dans le traitement du corps, c'est l'idéalisation qui va prévaloir. C'est assez évident ici, hein, lorsqu'on détaille ce corps, le corps du modèle, on se rend compte qu'il correspond parfaitement au canon classique de beauté. C'est-à-dire qu'ici, on a un corps qui est un corps parfaitement classique. On a le contrapposto traditionnel. C'est un corps qui est entre guillemets parfait, sans défaut, et dont les proportions effectivement correspondent encore une fois à ces canons. On observe donc dans l'art pompier une forme de synthèse entre cette exigence de réalisme qui va passer par ce photoréalisme assez impressionnant, et en même temps une forme de respect de la tradition qui va passer donc par une idéalisation des corps. Donc c'est assez paradoxal, hein, d'associer donc ces deux esthétiques. Et d'ailleurs, pour qualifier cette esthétique donc de l'art pompier, certains parlent de photo-idéalisme, donc ce mélange entre réalisme photographique et idéalisation classique. Du coup, on a sous les yeux une œuvre qui est une sorte de chimère comme ça qui associe des contraires, et ça produit évidemment un effet un peu étrange, hein, sur notre regard contemporain. Je m'arrête là donc pour la première partie de cette capsule consacrée à l'art pompier. On se retrouve bientôt pour la suite où je m'intéresserai notamment aux différentes tendances de l'art pompier. Je vous remercie donc pour votre attention et puis je vous dis donc à la prochaine fois.